Alors bonjour, bienvenue à ce nouveau Café de l'égalité filmé des missions égalité du CNRS en délégation Occitanie-Ouest et Rhône-Auvergne. Le sujet du jour, c'est la question des parentalités et de l'aidance. On va voir ce dont on parle quand on parle de parentalité et d'aidance. Et du coup, quels enjeux, ressources, droits mobilisés en unité de recherche. Donc bienvenue à vous. Alors, euh, c'est Café de l'égalité, c'est tout simplement une ressource des réseaux de correspondants, correspondantes égalité en unité que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, une diversité de collègues qui s'impliquent, s'investissent sur ces questions d'égalité femmes-hommes. Donc, merci beaucoup à elles et eux pour leur implication. Et donc, ces personnes sont en proximité pour vous conseiller, vous informer, je le rappelle. Et sinon, revenez au premier café de l'égalité qui traite de la fonction de correspondant, correspondante égalité. Alors, le sujet du jour, parentalité et aidance. Pourquoi ce sujet et pourquoi maintenant? Parce que nous sommes encore à quelques jours post-rentrée scolaire. Et puis, le 6 octobre prochain, c'est la journée nationale des aidants, aidantes. Et donc, il nous a semblé important de montrer en quoi la prise en compte de ces sujets faisait partie de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Alors, vous dire qu'on va travailler ce sujet un petit peu en 4 points. Euh, Tout d'abord, repartir des constats et puis ensuite aller sur des témoignages pour illustrer de quoi parle-t-on et enfin faire un focus sur ce qui existe au CNRS en termes de dispositifs d'information, d'accueil, de partage de parole et puis pour mieux connaître ses droits et les mobiliser. Et enfin des réflexes et des actions concrètes à tout niveau pour que vous puissiez aussi contribuer à faire avancer ces sujets avec nous. Alors, c'est vrai que je vais co-animer ce café de l'égalité avec Ingrid Etchevert, que je remercie sincèrement pour son implication. Ingrid, elle est chercheuse, elle est correspondante égalité au Centre national de météorologie basé à Toulouse, Centre national de recherche météorologique, pardon. Et du coup, Ingrid, avec des collègues au sein du CNRM à Toulouse, vous avez beaucoup investi ce sujet des parentalités. Vous allez pouvoir nous en dire bien davantage après. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu de quoi parle-t-on quand on parle de parentalité et d'aidance pour partir des définitions? Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci Romain de m'avoir passé la parole. Alors, quand on parle maintenant de parentalité, il faut savoir que maintenant les familles sont vraiment diverses et variées. À côté de la famille traditionnelle, il y a les familles monoparentales, il y a les familles recomposées, il y a aussi maintenant, et désormais il faut vraiment en tenir compte, les familles homoparentales. Donc, ça inclut forcément des besoins divers et variés. Et puis au niveau de l'aidance, eh bien, on voit de plus en plus de collègues qui sont amenés à aider leurs parents qui vont vers la fin de vie. Il y a aussi des collègues qui ont des enfants atteints de handicap ou de maladies chroniques, ou simplement en train d'accompagner leur conjoint ou leur conjointe qui est aussi à des soucis de santé. Alors par parent, vous l'avez indiqué là, donc c'est tout adulte ayant la responsabilité d'élever un enfant. Donc que ce soit effectivement les géniteurs, mais il ne faut pas oublier l'adoption, ou même il peut y avoir les beaux-parents, il peut y avoir aussi les grands-parents dans des cas particuliers. Et pour les personnes aidantes, la définition donne personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. On voit quand même que la définition et la loi sont assez récents, puisque ça date que de 2015. Et alors, quand on devient parent, souvent, c'est quelque chose qu'on déclare aux ressources humaines pour un certain nombre de choses, hein, que ce soit au moment du congé maternité ou bien pour le père au moment du congé paternité ou au moment quand on demande des congés d'adoption. Il faut savoir que quand on est aidant ou aidante, déjà, on ne s'en rend pas forcément compte, mais en plus, ça ne se déclare pas. Donc, ça peut induire des contraintes ou des soucis, on va dire, dans notre cadre professionnel sans qu'on s'en rende compte.
Merci beaucoup Ingrid pour cette précision effectivement importante parce qu'on a voulu aujourd'hui articuler les deux, hein, les parentalités et les aidants. On est sur les questions des soins aux autres et effectivement, comme vous le dites, le sujet de l'aidant, c'est encore peut-être moins visible que le sujet de la parentalité parce que justement, ça ne se déclare pas au RH et que c'est parfois plus complexe à réaliser soi-même et à identifier pour les RH. Merci à vous Ingrid. Je vous redonnerai évidemment la parole tout à l'heure. Alors maintenant, voyons comment ces sujets sont partie prenante du chantier d'égalité professionnelle femmes-hommes, comment la prise en compte ou la non prise en compte de ces sujets impacte l'égalité en unité avec un court quiz. Donc, ça va être quelques questions seulement pour repartir des constats. Et je vais vous demander de participer sur le chat de discussion avec cette première question. Donc, en France, quelle part du temps consacré aux soins aux enfants repose sur les femmes? Repas, bains, vêtements, rendez-vous médicaux, tout ce qu'on peut entendre par soins aux enfants. Est-ce qu'on est à 64% de ce temps qui repose sur les femmes ou 71%? Je vous laisse nous mettre vos réponses sur le chat. Alors, c'est partagé, mais quand même une majorité de 71%. Et effectivement, on est à 71%. Donc, plus de 2 tiers du temps de soins aux enfants repose aujourd'hui sur les femmes. Et c'est une donnée importante à avoir en tête, puisque quand on parle de ces sujets, ce n'est pas neutre du point de vue, effectivement, femmes-hommes. Deuxième question, quelle part des aidants sont des aidantes, d'après vous? 57% ou 81%? Je vous laisse là aussi nous proposer votre réponse sur le chat. Alors, une quasi-unanimité pour nous dire 81%. Et là, pour le coup, il y a un petit biais de représentation puisqu'on est à 57%. Donc, on est à 43% des aidants qui sont des hommes et 57% des femmes. Donc, on voit que ça reste majoritairement des femmes, mais que ce sujet de l'aidance, il est plus partagé entre les femmes et les hommes, même si, effectivement, ensuite, il faut voir en termes de volume horaire et d'implication, mais il n'empêche que c'est un sujet qui concerne à l'équilibre quasiment les femmes et les hommes. Donc, on va y revenir. En tout cas, en termes de nombre d'aidants. Alors, la société française, elle a été transformée par cette question des soins aux autres, des vulnérabilités et par l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail. Aujourd'hui, on a la norme en France, c'est un couple biactif, c'est-à-dire dont les deux parents travaillent avec des enfants et un adulte sur 6 est en position d'aidance. Donc, c'est des révolutions majeures. Donc, on pourrait se dire logiquement que le marché du travail, qui avant avait connu un quasi monopole des hommes sur le travail rémunéré et donc un partage des soins aux autres dans la sphère privée non rémunérée et donc non marchande, on pourrait se dire que logiquement le marché du travail a dû se transformer radicalement face à ces révolutions. Or, c'est un peu plus compliqué que ça et le monde du travail finalement s'est adapté un petit peu, mais pas suffisamment à ces révolutions-là. Et le résultat, c'est du coup que c'est davantage les personnes pourvoyeuses de soins, donc les parents, les aidants, qui font une double journée, qui s'adaptent en permanence, plutôt que le marché du travail qui s'est adapté à ces révolutions majeures. Alors vous me direz, ouais, d'accord, mais et alors? Ben, ça marche, hein, ça ne craque pas trop, ça va. La France fait des bébés, a un taux d'emploi des femmes assez élevé, et puis nos personnes âgées ne sont pas dans la rue sans soins, on s'en occupe. Mais c'est au prix de conséquences très lourdes, souvent invisibilisées, mais très lourdes. Et effectivement, vous pouvez nous mettre sur le chat des conséquences qui n'apparaîtraient pas sur le chat et sur l'écran, pardon, et auxquelles vous penserez, mais on peut le voir à différents niveaux, hein, que ce soit au niveau des personnes elles-mêmes, agents, salariés, au niveau des équipes de travail, organisation de travail, au niveau de la société, les conséquences en termes de santé, en termes de concentration sur son travail, de carrière, de perte de talent dans la société sont énormes. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui vont, j'en ai pas une spécifiquement en tête, mais on a beaucoup d'études qui vont objectiver
les conséquences de la charge des soins aux autres et de sa non prise en compte dans le monde du travail rémunéré en termes de conséquences sur les personnes et sur les collectifs de travail. Donc, on peut penser à des burn-out, des temps partiels subis, on peut penser à des personnes qu'on a formées et qui s'en vont parce qu'elles n'arrivent plus à tenir tous les bouts, ou des secteurs complètement non mixtes, c'est-à-dire où il n'y a que des hommes ou que des femmes, parce que il y a des métiers qui se prêtent davantage en termes d'horaire ou d'organisation de travail à cette articulation des temps de vie, et d'autres qui n'ont pas du tout pensé cela et qui du coup sont des repoussoirs pour les personnes pourvoyeuses de soins. Alors, pour dernière question, pour les femmes scientifiques maintenant, puisque on est au CNRS, pour les femmes scientifiques, quelle part considère que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l'impact maternité sur leur carrière sont les deux problèmes les plus importants auxquels sont confrontées les femmes dans le monde scientifique de la recherche? Est-ce que vous pensez que c'est un tiers des femmes scientifiques ou est-ce que vous pensez que c'est 2 tiers des femmes scientifiques qui identifient ces deux problèmes comme les deux problèmes les plus importants auxquels font face des femmes scientifiques dans leur carrière? Un tiers ou 2 tiers, vous êtes très partagés sur cette question et on est à 2 tiers. 2 tiers qui considèrent que c'est les deux problèmes les plus importants. Donc, on est vraiment sur une demande sociale très forte dans les unités. C'est un rapport très récent de l'Ipsos pour la Fondation Les Réels de 2023 qui nous dit cela. Donc, on voit qu'il y a un grand intérêt. Peut-être qu'Ingrid, vous avez pu le saisir, cet intérêt fort pour cette thématique, et vous avez sans doute recueilli de nombreux témoignages, histoires vécues. Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-unes? Oui, il y a notamment, vraiment pour reprendre ça, une collègue de travail qui est maman de 3 jeunes enfants. Pour ses 2 premiers congés maternité et ses reprises de travail, ça a été à chaque fois compliqué, dans le sens où l'encadrement, donc la hiérarchie, mais aussi ses autres collègues ne se sont pas rendus compte de la fatigue et du surmenage qu'elle avait pendant sa maternité, où elle travaillait. Donc ça a été compliqué. Et à la suite donc de son deuxième congé maternité, elle a voulu se mettre à temps partiel à 80%. Mais rapidement, elle s'est rendue compte que pour être présente, comme elle changeait de poste, pour être présente, pour compter dans les projets, pour exister en fait dans son service, eh bien, il fallait qu'elle se remette à 100%. Donc c'est ce qu'elle a fait. Le troisième congé maternité s'est mieux passé parce que c'était en temps de Covid. Et donc, en fait, elle l'a passé en grande partie à la maison. Et donc, voilà, ça c'était mieux. Mais là, au final, maintenant, elle travaille à 100%. Son conjoint aussi parce qu'il a des responsabilités. Donc, à peu près à chaque rentrée, il se repose des questions. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été l'année dernière? Qu'est-ce qu'on peut améliorer entre les babysitters, la crèche, enfin voilà. Mais et elle me dit que chaque année, c'est un nouveau défi, la rentrée, la gestion de l'année avec les enfants. Et par contre, je dirais les choses progressent. On a le cas de plusieurs jeunes papas, chercheurs, qui ont pris leur congé paternité, voire plus, et notamment un chercheur qui est chef d'équipe, qui est papa de 3 filles. Il s'était investi dès le début, dès la naissance de sa première fille, en prenant un temps partiel, même s'il était chef d'équipe. Il a souhaité être à 80%. Et puis ensuite, il a continué. Et au moment de la naissance de son troisième enfant, il a pris le congé paternité donc de quasiment 1 mois, plus des congés qui venaient de son compte épargne-temps pour avoir 4 mois qu'il a passé seul avec le bébé, et tandis que sa femme était retournée au travail parce qu'elle a aussi un poste à responsabilité. Et il en tire des enseignements que je trouve très très bien. Notamment, il me disait qu'il avait pu profiter comme ça de sa famille. Donc, c'était mieux, il trouvait que c'était mieux de profiter de sa famille maintenant quand ils étaient jeunes avec le CET plutôt qu'à sa retraite. Il a aussi, de cette manière, pris conscience du travail des mères au foyer, en fait, de s'occuper de bébés en permanence toute la journée. Il avait plein de projets, que ce soit dans la maison ou même travailler un peu de temps en temps. Il n'a quasiment rien pu faire parce qu'effectivement, s'occuper d'un jeune bébé, c'est prenant. Et il disait que cette prise de conscience, pour lui, va vraiment dans un sens de plus d'égalité femmes-hommes.
dans le côté travail. Donc ça, j'ai trouvé ça très fort. Et puis, il recommande en fait à tous les papas qui veulent faire ça, de bien s'organiser au départ, d'en parler à la hiérarchie des projets, de ne pas essayer de garder trop des petites choses à faire pendant le congé paternité parce que c'est pas forcément possible. Mais voilà, donc anticiper, préparer, déléguer et profiter de ces jeunes enfants. Merci Ingrid. Et effectivement, hein, c'est Christine Delphi, une chercheuse sur nos sujets, qui dit l'empathie ne remplace pas l'expérience, et c'est que quand on se retrouve en situation de s'occuper à temps plein d'un bébé ou de s'occuper d'une personne âgée ou de faire les tâches domestiques qu'on voit, qu'on prend conscience en vrai de ce que ça représente, du travail que ça représente, et que c'est pas quelque chose d'accessoire pour lequel on pourrait en parallèle faire son travail de manière aisée. Donc ça va progresser, on espère, avec plus il y aura d'hommes qui investiront leur responsabilité familiale, leur responsabilité de soins aux autres, et plus la compréhension sera partagée de ces sujets. Alors, ce que je retiens aussi des témoignages que vous nous rapportez, c'est que les personnes, il y a tout un chemin aussi de prise de conscience de ces droits au travail vis-à-vis de ces sujets et de comment les mobiliser. Et parfois, parce que les situations sont difficiles, qu'on a peur du regard que ça va susciter chez les collègues ou chez la hiérarchie, que on est dans le jus, et donc du coup, on réalise pas soi-même qu'on est, par exemple, aidant et qu'on a des droits au travail vis-à-vis de cela. On bricole, on est tout seul face à ces situations, et puis on espère que ça tienne, et on innove jusqu'au moment où ça ne tient plus et où il faut qu'on se fasse accompagner. Donc l'enjeu, c'est de prévenir ça en mobilisant ses droits le plus tôt possible pour être accompagné. Vous, Ingrid, vous avez vous êtes vous-même parent de 3 enfants. Vous avez été en situation d'aidance. Comment ça s'est passé pour vous, et est-ce que vous pouvez nous raconter aussi un petit peu votre parcours? Alors en fait, donc sur mes 3 enfants, j'ai une aînée qui est majeure, qui a une épilepsie et qui a une reconnaissance de travailleur handicapé, l'ISA, donc handicap. Ensuite, bon, j'ai un fils, et puis j'ai ma Benjamin qui a un diabète de type 1 comme son papa. Et mon mari est devenu malvoyant en 2017, une malvoyance importante, hein, 80% d'invalidité. Et donc à ce moment-là, en fait, j'étais déjà un peu à temps partiel parce que les enfants étaient encore jeunes, mais j'ai pas basculé sur du 100% parce que c'était pas possible. Parce qu'il a fallu que je soutienne mon mari sur un certain nombre de choses et mes deux filles, voilà. Donc, mais je m'en suis pas rendu compte en fait que j'étais aidante. Pour vous dire, je me suis rendu compte que j'étais aidante il y a à peu près 6 mois, quand avec ma fille aînée, on a rempli le renouvellement auprès de la NDPH et qu'il y avait un volet qui était marqué aidante, êtes-vous aidant, aidante, et là, c'est là que j'ai percuté, et en discutant avec le médecin, qu'en fait, je l'étais et que je l'avais été pour mon mari pendant de nombreuses années. Et pourtant, voilà, quand nos filles avaient des soucis, quand il y avait des cas d'urgence et tout ça, ben, on prenait sur nos temps partiels, on prenait sur nos congés. C'est arrivé de prendre à la déclaration du diabète de mon aîné, de ma petite dernière. J'ai pris une semaine de congé sur mes congés annuels. Et donc voilà. Et peut-être que ça a eu aussi des conséquences sur ma santé, puisqu'en mars 2020, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein, pour lequel je suis en rémission. Mais je pense que, voilà, indirectement, ça a eu des conséquences. Et alors maintenant, je vois qu'il y a des choses progressent. Depuis récemment, quand un enfant déclare une maladie chronique, un cancer ou un diabète, une épilepsie ou d'autres choses, les parents ont le droit de prendre 2 jours de congé qui leur sont donnés. C'est pas grand-chose, mais comme vous le dites, en fait, ça permet finalement de le dire et de le dire en plus de le dire à la hiérarchie, parce que moi j'avais une hiérarchie super qui comprenait, mais de le dire au RH. Et puis à l'inverse, quand mon mari travaillait dans la même entreprise que moi, travaillait à Météo France, hein, donc voilà. Mais les RH, à aucun moment, ne m'ont appelé. Ils savaient qu'on était mariés.
puisqu'ils avaient tous nos antécédents pour les enfants. À aucun moment, ils m'ont appelé en me disant bon, bah, on connaît votre situation, en fait, vous êtes aidante. Qu'est-ce que vous avez besoin? Comment vous voulez vous organiser pour le travail et tout ça? Et ça, je ne l'ai pas eu. Et je me rends compte maintenant qu'en fait, j'aurais aimé l'avoir. Merci beaucoup, vraiment un immense merci Ingrid pour le courage aussi de ce témoignage, parce que c'est pas facile, hein. Ces questions ont longtemps été rangées dans la sphère privée et n'ont pas été prises en compte sur le terrain professionnel, donc c'est important de vous entendre, je crois, puis aussi pour prendre conscience que plus tôt on va pouvoir être accompagné, on va pouvoir mobiliser des droits, on va pouvoir ne plus être seul pour gérer cette situation et aménager des conditions de travail en conséquence, plutôt on va prévenir aussi des conséquences possibles sur sa santé. Et donc, merci beaucoup pour votre témoignage et aussi de prendre le temps de servir le collectif en partageant ce témoignage et en étant correspondante égalité, en plus de votre casquette de parents, aidante et chercheuse qui s'apprête à passer sa HDR, je crois, donc voilà, avec une carrière scientifique à mener. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Alors, ça me fait le pont sur les droits et puis sur les droits et ressources à mobiliser. Il y a énormément aujourd'hui de droits qui ont été créés. Donc, la société évolue et se transforme. L'enjeu maintenant, c'est qu'on connaisse ces droits et qu'on puisse les mobiliser et être accompagné dans leur mobilisation. Donc là, vous avez un petit camailleux de droits nouveaux qui ont été créés, par exemple. Alors, on connaît le congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 28 jours aujourd'hui, mais il y a aussi un droit au congé de proche aidant ou, comme le disait Ingrid, un droit au congé de solidarité familiale en cas d'annonce d'une maladie pour un enfant ou de fin de vie pour un conjoint. Il y a un congé de paternité de 30 jours supplémentaires, par exemple, si un enfant est hospitalisé à la naissance, sachez-le. Voilà. Et donc, comme on ne peut pas connaître toute l'évolution du droit, par exemple, il y a encore eu un décret fin août qui élargit les conditions d'accès du congé de proche aidant, notamment, mais pas que. Mais c'est le travail des RH que de vous accompagner, de vous informer sur ces droits. Et donc, le réflexe, c'est vraiment d'aller voir vos RH et de pouvoir parler de ces situations sans crainte pour analyser vos besoins et être accompagné. Et donc, je vais laisser la parole aux missions égalité. Et Olivier, je vous laisse la parole tout à l'heure. Vous nous avez partagé sur le chat effectivement que les aidants qui s'occupent de personnes atteintes de démence ont des besoins énormes. Et effectivement, ça fait partie des situations couvertes par le sujet du jour. Merci Olivier de votre témoignage. Donc au CNRS, cette articulation des temps de vie et la prise en compte des parents et des aidants, ça fait partie du plan égalité professionnelle femmes-hommes. Et je laisse la parole aux missions égalité pour nous présenter en quelques minutes les dispositifs et les bons réflexes à avoir. Je vais prendre la parole pour la délégation Occitanie-Ouest pour dire que depuis plusieurs années, on a mis en place quelques dispositifs. Le premier, c'est d'envoyer un courrier aux personnes pour lesquelles on sait qu'il y a une maternité qui arrive et proposer des entretiens avant et après au retour du congé de maternité. Il y a également donc des entretiens avec les conseillers RH qui sont proposés et qui font le lien entre les problématiques de travail et l'unité, c'est-à-dire le laboratoire ou l'équipe. Donc, dans ce cadre, il ne faut pas hésiter en fait à nous contacter. C'est souvent le service social, les assistantes sociales ou le service médical, les médecins qui sont au travail, qui sont au courant et pas, on va dire, la partie RH. Voilà. Donc, du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à contacter le service ressources humaines sur la partie accompagnement. Il existe donc des dispositifs spécifiques d'accompagnement qui sont à la fois individuels et collectifs. Vous avez par exemple une journée de la parentalité qui est également proposée maintenant. Et aujourd'hui, on a aussi un dispositif qui va être déployé dans les prochaines semaines, qui est à la fois qui va porter sur des fiches pour informer, mais aussi sur des webinaires qui seront sous un format d'atelier pour permettre de mieux connaître en fait
parce que, comme on l'a vu sur le slide précédent, eh bien, en pratique, c'est quand même compliqué. Donc, pour l'accueil de l'enfant, pour l'accompagnement des situations de santé, pour la conciliation des temps de vie, pour les aménagements pendant la grossesse, et tout n'est pas abordé là. Il y a énormément de choses. Voilà. Donc, ici, vous avez une petite présentation du dernier-né qui est juste une fiche qui va zoomer sur le congé de paternité et l'accueil de l'enfant pour informer sur ce qui doit être transmis et comment ça doit être transmis. Parce que juste ça, parfois, ça n'est pas connu. Et c'est ça qui permet à l'employeur de savoir, en fait. Et à partir de là, bon, voilà, on peut co-construire des accompagnements en fonction des situations. Merci beaucoup, Ingrid Bonnet, pour voilà, vraiment, c'est un très bref aperçu de tout ce que peut vous proposer vos RH, mais donc que ce soit en Rhône-Auvergne ou en Occitanie-Ouest ou partout ailleurs au CNRS, ayez le réflexe de prendre contact avec vos RH. Il y a un devoir de stricte confidentialité sur les informations que vous partagerez et c'est pour analyser vos besoins et mieux vous accompagner en mobilisant les droits qui existent aujourd'hui. Par exemple, sachez que quand on est en post-doctorat, aujourd'hui, il y a la possibilité de prolonger son post-doctorat et d'avoir les financements nécessaires en cas de maternité pendant son post-doctorat ou son doctorat. Et donc, ça, c'est une circulaire relativement récente puisqu'elle est de septembre 2022 au CNRS. Et donc, c'est ce genre d'informations, de dispositifs qu'on n'a pas forcément vu passer et du coup, qui sont extrêmement importantes pour les personnes concernées. Alors, des managers aussi souvent démunis face à ces sujets. Et du coup, c'est important d'avoir quelques bons réflexes pour les managers. On a développé les 5 A, 5 règles d'or pour les managers. Le premier A, aborder le sujet avec ses équipes, en parler, hein, parce que si on en parle, si on ouvre le sujet, ça va du coup permettre à un maximum de personnes de se dire « Ah ben oui, c'est un sujet, je suis légitime à en parler avec mon manager ». Accepter positivement les changements, notamment lors de l'annonce d'une grossesse. Hein, c'est la fameuse tête d'enterrement quand on apprend à son manager sa grossesse. Ben, ça, on ne devrait pas le retrouver aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse dire bravo, félicitations, et on va s'organiser, on va anticiper les choses. Donc, le troisième A, de anticiper les demandes de remplacement, entretien pré- et post-congé. C'est ce qu'évoquait aussi tout à l'heure Ingrid et qui était à l'écran, c'est-à-dire systématiser ces entretiens pré- et post-congé maternité, paternité ou de solidarité familiale. Et puis, accompagner en orientant vers les RH pour informer sur les droits des parents et des personnes aidantes. Et enfin, le A, de adapter son organisation, par exemple, en fixant des heures de début et des heures de fin aux réunions, en régulant l'envoi de mails en dehors des horaires habituels de travail, etc., etc. Alors, on arrive au terme de ce café de l'égalité qu'on veut volontairement court pour que ça puisse être diffusé au maximum. Retenez que vous avez droit à un équilibre safe. Safe, ça veut dire secure en anglais. Et on l'a retenu parce que ça peut être l'acronyme aussi d'un équilibre pour soi, pour les autres, pour sa famille et son emploi. Donc voilà, on a tous et toutes droit à un équilibre safe. Alors, à vous de jouer. Vous avez des ressources sur vos intranets. Ça a été évoqué par Ingrid Bonnet et c'est la même chose en Rhône-Auvergne. Vous avez une fiche ressources qui va être ajoutée avec le récapitulatif de toutes les ressources internes comme externes sur ces sujets. Enfin, ça n'épuise pas le sujet, mais il y en aura beaucoup. Donc, vraiment, lisez-la, diffusez-la autour de vous, partagez les informations sur les droits à vos collègues qui peuvent être concernés. C'est vraiment agir déjà pour faire avancer ces sujets. Et du coup, plein de ressources fourmis existent aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Ingrid, je vous laisse le mot de la fin sur ce café d'égalité consacré aux parentalités et aux aidantes. Encore merci pour cette co-animation. Ça a été un vrai plaisir et ça a vraiment enrichi ce café. Donc, merci Ingrid et je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie Romain, puis je vous remercie Laurence, Miroslava et Lucie et Ingrid pour avoir proposé ce café sur la parentalité et l'aidance. Je me suis fait beaucoup de plaisir, moi, à le co-animer. Ça m'a permis aussi de me reposer des questions sur ma propre situation. Et parce que je suis toujours à temps partiel, justement, pour mes enfants, d'autant plus que je suis veuve depuis 1 an. Et en fait, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec mes propres RH
J'ai demandé un rendez-vous justement pour faire un point. Je vais peut-être repasser à 100%, mais avec des aides particulières, spécifiques, adaptées à ma situation. Voilà. Donc, c'est très positif pour moi. Merci Ingrid, toujours tournée vers l'action et à tirer des leçons positives de toute épreuve. Donc, merci à vous et à bientôt pour le prochain Café de l'égalité en unité de recherche.